continuer avec notre deuxième panel d'aujourd'hui. Je présente Marta Hernandez Alonso, qui vit et travaille à Paris. Elle termine sa thèse de doctorat sur l'Agora Lutinée de Platon dans la pensée de Jacques Derrida à l'Université catholique de Louvain, sous la direction de Michel Plissin. Elle anime le groupe de lecture et de travail Lire et travailler Derrida, avec d'autres docteurs et doctorants, comme entre autres Justino Michel, et ici, Elias Jabre, Alejandro Orozco et Alzeta Kuchtova. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aux organisateurs du colloque, à Berger pour m'adresser l'invitation avec Isabelle Alfandari et Jacob Rogosinski, et aux intervenants. J'ai beaucoup apprécié les interventions. Je vais peut-être répéter certaines choses qui ont été déjà dites, en espérant qu'un peu que dans cette répétition ou cette autre manière de dire les choses ou les souligner, on entendra quelque chose de nouveau. Donc je vais lire lentement, c'est mieux pour tout le monde, et puis n'hésitez pas à me dire si je dépasse un petit peu les temps prévus, c'est pas un problème. Donc, dans un des dialogues avec Elisabeth Rudinesco, intitulé « Choisir son héritage », Derrida affirme s'être toujours reconnu qu'il s'agisse de la vie ou du travail de la pensée dans la figure de l'héritier, et de plus en plus, de façon de plus en plus assumée, souvent heureuse. Comme il l'explicite dans ces textes, dans ce dialogue plutôt que je viens de citer, mais aussi bien dans d'autres textes tels que Spectre de Marx, un héritage ne se ressemble jamais, il n'est jamais un avec lui-même. Il est traversé par des forces hétérogènes, conflictuelles et contradictoires, se disputant le même terrain, le même lieu ou le même texte, dans le sens large que Derrida donne à ces mots et qui englobe aussi la réalité. Donc, une toute première idée de ce que Derrida entend par héritage hétérogène et conflictuel, on peut le trouver déjà à propos du mot lui-même déconstruction, avec lequel Derrida s'explique comme avec tout autre, si l'on peut dire, en mettant de relief qu'il ne faut pas confondre le mot avec la chose désignée, qu'un mot n'est jamais juste et qu'il ne fait jamais un avec la chose qu'il désigne, qu'il désigne jamais une identité, comme ça a été évoqué aussi par d'autres intervenants qui ont rappelé les plusieurs définitions que Derrida donne de la déconstruction, dont les plus d'une langue, une expérience de l'impossible, la déconstruction et la justice, dont force des lois, etc. Je reviendrai sur à propos de cet héritage hétérogène et conflictuel, sur, ce n'est pas une définition, mais quelque chose que Derrida signale dans le touché Jean-Luc Nancy. Et quand il fait la différence, il dit donc qu'il y a des constructions et des constructions, et il ajoute, ne l'oublions jamais, si l'on ne veut pas mélanger toutes les déconstructions qu'il met entre guillemets de ce temps et du monde. C'est une évidence de dire que la déconstruction, au sens de Derrida, elle est tout contraire de ce qui se passe dans les champs médiatiques et politiques, où la répétition inlassable des mots, son inflation, relayée par les médias, se borne à présenter certains phénomènes comme des réalités univoques, parfaitement nommables, et dont la seule nomination permettrait de se passer de toute explication. D'où de ces faits, donc la répétition des mots, d'où de ces faits non seulement de présence, mais d'omniprésence. Une sorte d'invasion de tous les terrains, de tout l'espace, par les phénomènes qui deviennent, comme le note le journaliste et sociologue Pierre Imbert dans une tribune du Monde diplomatique d'avril 2022, qui devient donc une sorte d'événement total, modalité que Derrida avait analysée à propos de
cet événement majeur, tel qu'il traduisait l'expression de l'anglais, qui furent les attentats du 11 septembre à New York. Envahissement de l'espace médiatique, mais aussi de la pensée. Donc, amalgame qui produisent un effet de totalité, d'omniprésence, mais aussi de certitude ou d'évidence quant à l'événement. Dans un petit livre qui vient de paraître, qui est apparu maintenant en janvier 2023, donc, dans la collection Les mots est faible, où chaque numéro, tel que les rapportent les éditeurs, s'empare d'un mot dévoilé par la langue de pouvoir, et Stéphane Dufoy, qui est entre autres professeur de sociologie à l'université Paris-Nanterre, écrit, lui, sur les mots décoloniales. Et il fait remonter cette inflation, cette surenchère, à 2015-2016, contexte sur lequel je reviendrai un peu plus loin. Je lis un tout petit peu. Il dit « Depuis 6 ans, l'usage des termes décolonial ou décolonialisme s'accroît en France dans le discours médiatique et plus récemment dans les discours politiques. » Il dit ensuite, sur le plan médiatique, certains hebdomadaires comme Mariana, Le Point ou encore Valeurs Actuelles se sont fait une spécialité de relayer et d'accueillir dans leurs colonnes les offensives contre le décolonialisme. Décolonialisme dont il souligne que c'est un mot qui vient plus du langage médiatique que du langage universitaire à proprement parler, où on parle plus du décolonial. Je peux les citer. La situation actuelle depuis quelques années est celle d'une prolifération des discours à propos d'une prolifération des mots dont certains sont des concepts de sciences sociales, genre, intersectionnalité, race, décolonial, alors que d'autres relèvent d'un lexique politique ou journalistique, décolonialisme, wokisme, indigénisme, islamo-gauchisme. Et c'est là où il parle de certains hebdomadaires comme Marianne, Le Point ou encore Valeurs Actuelles, pour dire qu'ils se sont fait une spécialité de relayer et d'accueillir dans leurs colonnes les offensives contre le décolonialisme, contribuant ainsi, tout à fait paradoxalement, à donner l'impression que le phénomène considéré était en augmentation. Pour ne prendre que cet exemple, les unes des Valeurs Actuelles, depuis 12 ans, offrent une liste assez impressionnante que le vocabulaire utilisé est dépourvu de tout nonce. Je vais la citer, je l'ai vérifié. L'invasion de la propagande woke, 28 juillet 2022. Ils sont woke, néo-féministes, islamo-gauchistes, LGBTQI+, décoloniaux. Quel jeune allons-nous laisser à notre planète? 7 juillet 2022. La menace islamo-gauchiste, 12 mai 2022. Cabale, censure, délire progressiste, idéologie décoloniale, féminisme radical, racialisme, université, les laboratoires des fous. 18 mars, c'est impressionnant. C'est pourquoi je préfère les livres quand je les lis. 18 mars 2021. Aux sources de l'islamo-gauchisme, 25 février 2021. Ceux qui détestent l'homme blanc, des facs américaines à Camélia Jordana, itinéraire de la folie décoloniale, 4 février 2021, la surenchère indigéniste, 10 septembre 2020. Donc l'inflation des mots amplifie certainement les phénomènes et dirige la réflexion et le regard vers certains soi-disant faits ou problèmes tout en déplaçant d'autres. Mais elle a aussi pour vocation de nous informer au sens des données formes ou déformatées sur la nature soi-disant pure, indivisible et univoque, sans contradiction, sans texte ou sans héritage au sens de Derrida, des phénomènes dont il est question. De mon côté, il me paraît difficile de saisir la portée concrète, matérielle et actuelle de la pensée de Derrida, son insistance sur la irréductibilité de l'événement à la présence, sa critique à la valeur d'origine, sans prendre en compte cette dimension technomédiatique de l'événement, en tout cas de l'événement dans la dimension audiovisuelle.
comme Derrida les montre avec des notions plus tardives, comme celle de virtualité, mais déjà dans sa prise de distance envers les caractères performatifs du langage, au sens de Austin, selon lesquels un certain nombre d'actes du langage font ou fabriquent ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils font la réalité dont ils parlent, à la différence d'une autre fonction du langage qui se limite à constater ou à décrire la réalité dont il parle. D'une part, Derrida souligne l'impossibilité de distinguer complètement ces deux fonctions, performative et constative, en signalant que tout discours est performatif, mais non sans limite. Les discours butent contre cette limite posée par l'événement ou la chose même qui se soustrait et garde toujours une opacité, une illisibilité qui est la condition même de la recherche, de la réflexion ou de l'enquête, quelle qu'elle soit la discipline ou le champ d'étude. Qui on l'exprime à la manière hyperbolique de Derrida, en soulignant que la déconstruction est une affirmation inconditionnelle de l'autre comme autre du langage, ou qui en sens entendent qu'il y a toujours une distance entre la chose comme telle et les discours qu'on parle, il est clair que sans cette affirmation de la limite, on serait complètement démuni devant des instances de pouvoir à qui il suffirait de parler pour que la réalité soit faite. Ainsi, d'une part, Derrida assume la force performative des discours et d'une réalité langagère. En les opposant, les contre-pouvoirs, la contre-force d'un retrait, d'un espacement, d'une force faible, telle qu'il les nomme dans Voyou, qui consiste moins à produire un discours de plus qu'à multiplier les écarts, les intervalles entre les discours en place et les choses dont ils parlent, pour encourager d'autres lectures, pour relever d'autres différences, d'autres nuances, mais aussi pour laisser ouverte la possibilité impossible du point de vue de la raison calculatrice et anticipatrice, que l'événement dont il est question puisse se manifester avec des effets insoupçonnés, en rappelant en discours savant qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne voit pas, que les pronostics peuvent se tromper, que l'autre, la réponse de l'autre, ne se déduit pas. Pour ma part aussi, j'aurais beaucoup de mal à comprendre la portée de ce travail systématique de Derrida qui multiplie les écarts, les contradictions, qui complique les discours et les théories, si en plus ou à côté de la déconstruction irréversible, je pense que Derrida pense qu'il est irréversible, d'un logos universel associé à la figure centrale d'une autorité paternelle et sa conséquente perte de crédibilité, Derrida ne soupçonnait pas que c'est aussi la dimension explicative, argumentative, pédagogique du logos qui est en jeu et menacée. Plongé dans une scène qu'il maîtrise de mois en mois, et dans laquelle les images et les mots se succèdent à toute vitesse, se passant de toute explication et s'imposant comme des faits indubitables. J'utilise cette expression à dessein pour me référer au moins une fois au colloque qui reconstruira après la déconstruction tenu dans les locaux de la Sorbonne et organisé par l'Observatoire de la décolonisation, le Collège de philosophie et le Comité laïcité république. Je vais me référer juste au tout début du discours d'ouverture de l'ancien premier ministre Jean. Premier ministre quand même, ministre de l'Éducation nationale. Ah pardon, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Au tout début de son discours d'ouverture, en introduisant l'ambiguïté entre les lieux où le colloque allait se dérouler, les salles donc de l'université de la Sorbonne, et l'université comme telle qui ne participait pas à l'organisation. Donc Jean-Michel Blanquer salue le débat intellectuel qui va se tenir et qui, dit-il, aura des grandes conséquences pratiques, des conséquences civiques, des conséquences sociales et sociétales. Et il poursuit: dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui et demain, il y a un travail intellectuel et scientifique qui consiste à voir ce qui relève des sciences sociales, ce qui n'en relève pas,
et aussi analyser le phénomène en tant que phénomène un et entier. Il y a un fait social indubitable, quelle qu'il soit la nature des théories dont il va être question dans ces colloques. Et ce fait social doit être analysé pour ce qu'il est sur le plan intellectuel et aussi pour ce qu'il produit dans la société. L'effet ou l'événement n'est pas encore nommé. On sous-entend qu'elle se réfère à la déconstruction, puisque c'est bien ces mots qui apparaissent dans les titres du colloque. Et les discours donc politiques qui présentent les soi-disant événements intellectuels, celui qui présente et pose les cadres va tout de suite illustrer ces phénomènes A et entiers, ces faits indubitables par un exemple. Le phénomène de harcèlement, la valeur de l'exemple prenant la place de l'explication ou de la définition, se produisant, dit-il, partout dans le monde, et le comble de l'exemple dans les États-Unis, de forme particulièrement extrême. Je ne découvre rien, mais il faut les souligner que ces attaques à la déconstruction n'ont pas émergé dans les cadres académiques et au sein d'un débat d'idées, mais politique et médiatique, dans lesquels la déconstruction était soudée de manière univoque à des faits de délinquance qui renvoient au moins précédant les colloques de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty le 16 octobre 2020, suivi d'un entretien du ministre de l'Éducation, dans lequel, un entretien dans le journal du dimanche, le 25 octobre 2020, où il appelait au combat contre une matrice intellectuelle venue des universités américaines et des thèses intersectionnelles. Je me permets donc de rappeler les mots de Derrida. Il y a déconstruction et des déconstructions, ne l'oublions jamais, si l'on ne veut pas mélanger toutes les déconstructions de ce temps et du monde. Parce que je ne verrai aucun problème à analyser ou interpréter cette aventure ou cette péripétie qui s'est soldée au moins provisoirement par un échec politique comme un effet de la déconstruction, comprise comme la dissolution des frontières, des seuils ou des barrières de protection contre des domaines distincts et hétérogènes comme celui de l'université ou de l'académique et celui du politique. On ne saurait pas objecter avec Derrida que cette distinction n'a jamais été pure, que de la contamination entre les deux il y a eu toujours, depuis une perspective relativiste visant à minimiser la menace qui pèse sur l'écart entre les deux et les effets prévisibles et imprévisibles d'un terrain semé de telles confusions. Je ne minimise pas non plus le fait que depuis la minute zéro, des voix et des plumes se sont levées et exprimées pour tirer l'attention sur le fait que ce n'était pas un vrai colloque universitaire, mais un vrai faux colloque, comme l'écrivent Lucie Delaporte et Mathilde Wanek dans le journal des Mediapart le 8 janvier 2022. Ce qui ne doit pas empêcher de voir la texture avec laquelle ces vrais faux colloques étaient faits, et qu'on pourrait résumer en signalant la mise en scène dans un lieu de savoir très symbolique, comme l'université de la Sorbonne, de trois discours politiques, médiatiques et académiques réunifiés, réconciliés, ne faisant qu'un discours un et entier, portant un combat non contre un fait social, mais contre un ennemi qui, pour être tel, doit être lui aussi un et entier, c'est-à-dire dans la langue de Derrida, souverain. Là où pour Derrida, il s'agit d'en découdre avec la figure de la souveraineté, pour exhiber la hétérogénéité d'un côté et de l'autre, dans la perspective d'inventer de nouveaux critères de compréhension, ainsi que des liens et des possibilités de médiation entre les deux. Dans cette perspective, Derrida ne l'a pas seulement porté contre le phallocentrisme de l'homme blanc, chrétien et occidental, dont la rencontre de Rabat en 1996, par exemple, à l'instar du discours de l'historien et philosophe marocain Abdesselem Jedadi, Derrida signale. Un discours qui insistait pour Derrida un peu trop sur la univocité du concept d'Europe ou de l'histoire européenne. Derrida signale « Désarmé, je préfère vous avouer un sentiment dans ce qu'il peut garder encore d'instable.
Il me semble que cette instabilité est aussi due à votre stratégie. Vous avez voulu occuper toutes les positions, simultanément ou successivement. Vous avez saturé la combinatoire, cette logique infernale de toutes les positions, comme si en quelque sorte vous étiez en train de livrer ce que vous avez appelé vous-même une guerre ontologique, où ce qui est difficile, c'est de supporter la souveraineté de l'autre. Occuper toutes les positions, saturer la combinatoire, accumuler des arguments contradictoires dans le but de recouvrir tout l'espace de la discussion et de la pensée, et de ne pas laisser aucun écart, aucune place vide pour que l'avenir, et dans la démocratie qui est à venir pour Derrida puisque jamais entièrement réalisée, donc aucune place vide pour que l'avenir advienne, et les éventuels conflits trouvent du temps et de l'espace, sinon pour se dissoudre complètement, au moins pour se déplacer et se décoaguler. Bon, c'est toujours, on peut toujours soupçonner la tentative donc de réduire et d'invisibiliser la dimension textuelle lisible et aussi illisible même pour les regards les plus éclairés, comme une tentative de limiter la démocratie. Et pour reprendre un mot qui revient souvent dans du droit et à la philosophie, notamment dans ces textes de Chervacante aux censures maîtrise magistrale de 1985, on peut soupçonner comme une tentative d'introduire de la censure. Je lis rapidement un peu en faisant des coupures la définition que Derrida en donne. La censure ne consiste d'ailleurs pas à réduire au silence absolu. Dès lors qu'un discours, même s'il n'est pas interdit, ne peut pas trouver les conditions d'une exposition ou d'une discussion publique illimitée, on peut parler, si abusif que cela puisse paraître, d'un effet de censure. L'analyse est plus nécessaire et plus difficile que jamais. Lorsque les conditions d'exposition et discussion publique sont fortement limitées, lorsque les différences entre des discours et des notions traversées par des héritages hétérogènes et conflictuels ne peuvent pas se montrer dans leur différence et leur complexité, la seule différence qui semblerait subsister intacte et qui ne provient comme telle d'aucun champ d'études et d'analyse critique est celle qui oppose les bons et les mauvais. Les bons écologismes au mauvais écologisme, les bons féminismes au mauvais féminisme, un écologisme woke contre un écologisme républicain, un féminisme woke contre un féminisme républicain. Déconstruire, démanteler ou faire sauter la frontière, foussée par simulacre ou faux, au vrai faux colloque, entre les champs politiques et les domaines académiques, ne conduit qu'à ce type d'opposition, que Derrida décèle depuis ses tout premiers travaux au regard de la différence entre une bonne écriture et une mauvaise, distinction qui ne se dérive d'aucune analyse, mais d'un plus ou d'un supplément de pouvoir, recréant sans cesse des ennemis et des fantasmes de souveraineté à combattre. Ainsi, si pour Derrida il y a de la déconstruction et de déconstruction, c'est que celle-ci peut tout aussi bien libérer des forces réprimées qui peuvent s'orienter dans le sens d'une plus grande inventivité que détruire certaines barrières de protection pour ériger d'autres digues afin de protéger l'indivisibilité de l'un de façon tout à fait dogmatique. Aucun triomphalisme d'après Derrida a témoigné du fait que ça s'est déconstruit ou que c'est en déconstruction, comme les notes à propos de la différence, comme Derrida les note à propos de la différence avec Anna, redoutée, dit-il, par tous ceux qui en nous désirent les royaumes. De même, dans la discussion avec Rudinesco que j'évoquais au début de mon intervention, celle-ci, à un moment donné, dit Derrida que son travail et sa parole incarnent une nouvelle dissidence universelle et qu'elle a l'impression que le monde d'aujourd'hui lui ressemble et ressemble à ses concepts. C'est-à-dire, dit-elle, que notre monde est déconstruit et qu'il est devenu derridien au point de réfléchir comme une image sur un miroir les processus de décentrement de la pensée, du psychisme et de l'historicité, c'est à quoi Derrida répondait qu'il ne partageait pas cette allusion au triomphe. Je vais le lire. Sans doute le paysage a-t-il changé, sans doute voit-on s'essouffler un peu
les efforts compulsifs, souvent pathétiques, apeurés ou désespérés, pour discréditer à tout prix, et non seulement mon travail bien sûr, mais toute une configuration à laquelle il appartient. Sans doute discerne-t-on les signes parfois tout aussi inquiétants, et ça c'est intéressant parce qu'il dit « sans doute discerne-t-on les signes parfois tout aussi inquiétants d'une certaine légitimation ». Mais comme on parlait du triomphe, non, et ce n'est peut-être pas souhaitable. Donc pourquoi il ne serait pas souhaitable de parler du triomphe de la déconstruction? On pourrait dire, j'esquisse une petite réponse, on pourrait dire que pour Derrida, tout héritage est toujours mouvementé par des forces ou des puissances, que pour aller vite, on pourrait dire des vies et des morts, et qu'on pourrait à son tour expliciter à travers des tendances ou des mouvances, des fermetures, donc fermeture à l'autre, mais avant tout à l'autre en soi, et des tendances d'ouverture plus propices à l'accueil de l'autre et à procurer un terrain pour l'hybridation et pour que l'un, dans son propre mouvement de protection, devient et accepte sa propre différence ou devient différent dans son altérité. Ainsi, ces deux forces ne sont pas pures, ni complètement extérieures l'une à l'autre, ni complètement séparables. Elles sont inconciliables ou disjointes, elles rentrent certainement en conflit, mais elles sont attachées l'une à l'autre comme aux deux dimensions de la vie ou de la survie. Ainsi, l'attachement, la liaison, la union, le rassemblement, la passion pour l'un ou pour l'unité, et c'est que d'après Freud, et en les caricaturant un peu, on pourrait appeler les unions d'éros, l'amour, contre Thanatos, la mort, et bien ces unions logent des forces mortifères et destructives, tout comme la déliaison, la division et la séparation ne conduit pas forcément à la destruction, mais à la dispersion, à la dissémination nécessaire à la survie. Derrida insiste davantage sur cette dernière dimension dans une tâche démystificatrice de la métaphysique occidentale et ses idéaux de rassemblement et unité, dans une prétention plus stratégique, je pense, plus stratégique que théorique, dans la conviction qu'aujourd'hui, la dissolution de ces structures trop centralisées est inévitable. On pourrait évoquer la mise en question du privilège de la présence par le virtuel, la prolifération d'écritures sur les réseaux qui ne se rattachent pas à un discours central, universel, et ou le discours scientifique qui n'a pas besoin d'une autorité centrale théologique pour se légitimer et réaliser des progrès. Je vais donner un exemple sur cette situation où la dispersion va dans le sens est comprise dans le sens de la survie, dans cette direction. J'ai tiré l'exemple, un peu par hasard, j'avoue, ce n'est pas de mon domaine de recherche, mais j'ai tiré l'exemple d'un ouvrage récent, paru en 2022. C'est le livre des deux sociologues de la religion, Daniel Hervieux-Léger et Jean-Louis Schlegel. Le titre « Vers l'implosion », c'est une question, « Vers l'implosion », entretien sur les présents et l'avenir du catholicisme. C'est Daniel Hervieux-Léger qui est interrogé donc sur l'avenir du catholicisme par Jean-Louis Schlegel suite à la publication en début d'octobre 2021 du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. L'Église dont les chiffres, disent les auteurs, ont fait l'effet d'une bombe, qui indique clairement que l'implosion de l'Église, si elle a lieu, puisque la question reste ouverte, ne serait pas due à un monde hostile qui a fini par avoir sa peau, mais d'abord et avant tout à elle-même. La thèse de ces deux auteurs, qui ne soupçonnera pas d'hostilité ou de malveillance envers le catholicisme, ni même envers l'Église catholique, c'est que si celle-ci a une chance de subsister, de survivre de manière joyeuse, si on peut dire, à son implosion d'où-dedans, tout aussi bien qu'à ces processus d'exculturation liés à la modernité, ce ne serait pas en se retranchant dans son propre sauvegarde. La sociologue, qui n'hésite pas à se servir du mot de déconstruction pour se référer au processus de décentrement subi par le catholicisme, affirme que la seule chance de survie serait sur la forme de la déterritorialisation ou de la dissémination et implantée, greffée dans d'autres aires culturelles. En dénonçant l'obsession pour la pureté qui s'est retournée contre elle, en se référant au cléricalisme comme une maladie auto-immune de l'Église catholique, Hervieux-Léger souligne dans les derniers chapitres comment rester catholique, et il reprend l'idée d'une diaspora
différentes certainement de celles du judaïsme. Je les cite, une constellation mouvante de groupes, de communautés, des mouvements de fraternité, d'instituts, de paroisses même. Ces ensembles réels, mais aussi de plus en plus virtuels, se constituent et se transforment à partir d'affinités et circulation des individus, se rapportent de façon plus ou moins critique les uns aux autres, négocient leurs relations envers leur environnement, composent à des degrés divers avec la règle du jeu de l'institution. C'est la diversité, la pluralité, l'éclatement qui sont à l'ordre du jour. En amont des entités de plus en plus indépendantes des instances de régulation centralisées et qui privilégient les liens d'affinité, par-delà les rapports d'appartenance à un territoire et la subordination à une hiérarchie, indiquent un tournant historique où, je cite toujours les auteurs, l'avenir n'est pas l'avenir de l'institution, voilà, n'est pas écrit. Et il parle effectivement de la manière symptomatique où il y a des groupes, intégristes mais localisés qui résistent, des groupes intégristes mais bien localisés, qui résistent à ces changements. Il parle des symptômes, et c'est à partir de là, je ne sais pas si j'ai... Du coup, je dirais qu'on peut aller jusqu'à 12h30 dernier. Si c'est trop long, je peux faire plus court aussi. Ça vous donne quand même une quinzaine de minutes. Hein. Si. Peut-être pas 12h30 parce qu'on a le temps. D'accord. C'est-à-dire 15 minutes et après une quinzaine de minutes peut-être pour les questions. D'accord. Ouais. Bon. Peut-être que je n'irai pas jusqu'à la fin, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit... Bon, quoi qu'il en soit, et en parlant des symptômes, merci. Toujours dans la discussion avec Rodinesco, que j'ai cité Derrida, en regrettant que la déconstruction serve à dénigrer, à blesser ou à amoindrir la force ou la nécessité d'un mouvement, et en référence au livre La pensée 68 de Ferry et Reynaud, signale qu'il s'agit en fin de compte d'un livre nul mais symptomatique, intéressant parce que symptomatique. À force de tout mélanger, je continue la citation, ils ont fini par ignorer les critiques contre Nietzsche et surtout contre Heidegger, comme si l'on pouvait confondre le choix d'un héritage avec une incorporation aveugle. Je peux un peu expliciter ce qu'il vient de dire Derrida, confondre le choix d'un héritage avec une incorporation aveugle, comme si faire le choix ou privilégier certains auteurs et certaines lectures revenait à s'y subordonner complètement, toujours dans cette optique de la souveraineté selon laquelle la pensée, mais aussi la vie, se joue entre le tout et le rien, sans médiation, ni négociation, ni compromis. Ce même mot de symptômes est employé par Derrida dans les séminaires Les Parjours et Les Pardons, par rapport à l'emploi médiatique du mot de construction, non dans la presse française, mais américaine. Il commente l'article du journaliste Neil Gabler, The Construction of Clinton, à propos du Monica Gate, donc l'affaire politique, juridique et médiatique du président Bill Clinton avec Monica Lewinsky entre 1996 et 1998. L'infidélité de Clinton et les mensonges de Clinton devant le Congrès et les médias niant l'infidélité. Derrida souligne que l'auteur du texte qu'il a choisi, mais il y a d'autres articles de presse, tente de démontrer que les débats sur l'affaire Clinton tournaient autour de la déconstruction et de ses méfaits, c'est-à-dire ces méfaits, du relativisme ou du subjectivisme qu'on lui associe, et que l'auteur du texte illustre par les réponses évasives de Clinton, interrogé par son rapport sexuel avec Lewinsky, qu'il avait d'abord nié, des réponses du type « cela dépend de ce que vous appelez un rapport sexuel et de ce que vous entendez par « et ». En tâchant l'article de débilité symptomatique, Derrida montre de quoi cette association d'idées, l'affaire Clinton et la déconstruction, et les symptômes. Et il décèle quelque chose de semblable à ce qu'il avait indiqué concernant les livres de Ferry et Reynaud, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre du tout ou rien, l'impossibilité d'une médiation illustrée dans les textes de Gabler par la guerre civile, dont les deux grands partis, républicains et démocrates, sont venus à symboliser les deux camps.
D'une part, les républicains, dont la majorité semblait croire à la réalité objective et à la moralité absolue, sont étrangers à la déconstruction. Selon l'auteur du texte. Ce sont, selon l'auteur du texte, des absolutistes qui avaient pour obsession d'éradiquer la morale déconstructionniste. Et d'autre part, dans l'autre camp, les démocrates, dont la plupart semblaient croire à une moralité purement subjective. Même pas à une moralité, à un spectre moral. C'est donc une bataille entre la vérité unique et la déconstruction en tant que représentant de la pluralité des vérités et du relativisme moral. Sans cette détermination qui rend donc la déconstruction reconnaissable comme ennemi souverain et incarnant des valeurs opposées, il n'y aura pas de combat du tout. J'avais sauté un petit peu. Ce qui s'oppose, donc, dit Derrida, à la déconstruction, continue, ouais, aussi bien donc, à la déconstruction qu'à l'instabilité de l'opinion publique, les sondages qui ont obligé par ailleurs les républicains à suivre finalement l'opinion publique favorable à Clinton, c'est la stabilité, la ferme immobilité d'ouvrer, ici de ce qu'on appelle tranquillement la vérité objective. Je les cite, croire, comme je l'ai fait, que ces accusations de subjectivisme, de relativisme, de scepticisme, de nihilisme même, sont illégitimes et témoignent d'une très courte vue ou d'une non-lecture, cela ne suffit pas à évacuer les problèmes. Car au fond, comme cela arrive souvent, l'hostilité, la peur et la haine, même quand elles s'aggravent d'ignorance, de sottise ou d'inculture, peuvent fort bien être guidées, sûrement guidées par leurs symptômes même, par la peur ou la haine, vers les lieux où les choses se passent. Donc voilà la question de savoir quel est le lieu où les choses se passent. Ça a été évoqué à plusieurs reprises dans les colloques. Moi, je dirais seulement qu'en écoutant les colloques, les audios, on peut facilement repérer que d'une manière tout à fait paradoxale, qui rappelle l'argument du chaudron que Derrida repère chez Freud, tout revenait un petit peu à dire que cette pensée française, à 1068, ne l'était pas autant. Que ce soit par le détour de la French Theory et donc d'une pensée française expatriée et n'ayant plus de succès dans les États-Unis qu'en France, ou par ses origines autour de la question algérienne, tout reviendrait donc à dire que cette pensée est extérieure à la vraie pensée française, républicaine et seule héritière des Lumières, qui serait restée intacte, et en même temps, d'où le paradoxe, qu'elle les gangrène d'où dedans, qui les ronge d'où dedans, qui les corrompt d'où dedans. Je me suis permise donc de citer des sociologues, je vais terminer. Aussi pour souligner que c'est dans une certaine continuité entre la sociologie et la philosophie que toute une génération de penseurs ont été convoqués et désignés comme des inspirateurs de faits sociaux indubitables. Des faits sociaux indubitables que selon ces mêmes discours, une certaine sociologie n'aurait pas su expliquer convenablement, mais qu'elle a plutôt justifié. J'évoquais l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty le 16 octobre 2020. Mais on peut remonter au moins à 2015-2016, au malheureux attentat du 13 novembre 2015 à Paris. C'est même mois de novembre à l'Assemblée nationale, donc Manuel Valls, maintenant aussi premier ministre de l'époque, assurait qu'aucune excuse sociale, sociologique, culturelle ne doit être cherchée, et il répétait le 9 janvier 2016 devant les médias qu'il n'y a aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Des sociologues avaient répondu à ce que Gérard Manger, dans un essai publié en avril 2016, désignait comme des encouragements réitérés à l'incompréhension. Une déclaration collective du président de l'Association française de sociologie et des coprésidents de l'Association des sociologues enseignants du supérieur dénonçait la confusion entre expliquer et juger, et la provocation anti-intellectualiste du Premier ministre. On pourrait dire que toute la pensée derridienne, sa déconstruction, sa lecture incessante de Hegel, n'est au fond que la tentative de garder la différence entre comprendre et expliquer d'une part et justifier ou excuser d'autre part. Pour le dire en termes qui évoquent la dialectique historique que Derrida conteste, comprendre un événement ne revient pas à le justifier comme une étape nécessaire à une autre étape ultérieure de la raison qui viendrait l'englober
et lui donner sa raison d'être. L'intérêt porté par Derrida à la dialectique hegelienne indique qu'il a toujours soupçonné à la philosophie de justifier l'injustifiable, notamment la question de la peine de mort, et de servir, moi, la raison en minuscule qu'au pouvoir, poussé au pouvoir de la raison en majuscule, que d'une manière ou d'une autre puisse, dans la croyance qu'elle, la raison, peut annuler la différence entre le langage et la chose, ou tout de même la minimiser, comme si rien d'important ou de radicalement autre ne pouvait échapper au discours. Je termine. Dans les concepts d'un septembre, par exemple, mais il y a d'autres textes, Derrida indique que ce penchant de la pensée à prendre la représentation langagière par l'événement comme tel prend une nouvelle dimension dans le monde technomédiatique d'aujourd'hui, dans lequel, je le cite, l'impression ressemble davantage à la chose même. Loin du relativisme ou du subjectivisme qu'on associe à la déconstruction, la compréhension apparaît ici comme un autre nom de l'impossible, dans lequel la déconstruction derridienne s'engage, à savoir, elle s'engage dans la tâche, si impossible soit-elle, de distinguer, je le cite, de distinguer entre les faits supposés bruts, l'impression et l'interprétation. Je le cite. Il est certes à peu près impossible, je le reconnais, de dissocier les faits bruts du système qui ont produit l'information. Mais il faut aller aussi loin que possible dans l'analyse. Aller aussi loin que possible dans l'analyse ou dans l'explication du phénomène, tout en prenant compte de l'impossible, à savoir de l'impossibilité d'une compréhension totale, suppose de veiller à garder l'écart, l'espacement entre le discours et la chose, et réaffirmer l'opacité de l'autre comme le seul frein, la seule retenue à une pensée qui s'emballe sur la pente de ces fantasmes et délires, individuels ou collectifs, comme s'il n'y avait pas d'impossible et la solution était facile et à portée de sa main. Dans cet entretien avec Giovanna Borradori, que je viens de citer, Derrida n'est pas loin de proposer une autre définition de la déconstruction, une définition de plus, enracinée davantage dans l'actualité, une définition qui commente, réfléchit à sa manière tous les autres, ainsi que peut-être un critère pour distinguer entre déconstruction et déconstruction. Je les cite avec des coupures et je termine ici sur ces mots. Sans être capable de savoir qui mérite aujourd'hui le nom de philosophe, je ne me méfierai pas pour cela aux critères professionnels ou corporatifs. Je serai tenté d'appeler philosophe dans l'avenir quiconque demande des comptes à ceux qui ont en charge la parole publique. Le langage, les institutions, il parle ici du droit international, on peut l'élargir. Et philosophe, entre guillemets, je préférerais dire philosophe déconstructeur, celui qui tente d'analyser pour en tirer des conséquences pratiques et effectives les liens entre les héritages philosophiques et la structure du système juridico-politique encore dominant et visiblement en mutation, et philosophe, celui qui cherche une nouvelle critérologie pour distinguer entre comprendre et justifier. Je vous remercie.